Zoul, bonsoir. Des images d'un bébé Harag, une petite fille en fait, sont en train de faire le buzz sur la toile jusqu'à être reprises par des réseaux sociaux internationaux. Le phénomène Haraga est en train de prendre des proportions très alarmantes, une sorte d'exode, pour dire le mot. Encore que la vraie Harga, celle qui ne se voit pas, parce qu'elle se fait discrètement, individuellement, avec passeport et visa, est autrement plus massive. Une véritable hémorragie, à plus forte raison qu'elle touche des centaines de milliers de diplômés d'études supérieures qui ont tenté leur chance pour une vie meilleure et qui, très vraisemblablement, ne reviendront plus jamais, si ce n'est en vacances, dans ce pays dont ils pensent qu'il les a marginalisés, voire broyés. La grande question est pourquoi un si grand nombre d'Algériens et d'Algériennes, et pas seulement des jeunes, cherchent-ils à fuir leur terre natale? Pourquoi n'était-ce pas le cas en des temps autrement plus misérables, j'allais dire, en ces temps de disette, quand nous manquions de tout et quand nous ne pouvions même pas jouir d'un semblant, d'un succès d'année, d'un leurre de liberté d'expression, d'un semblant d'institution publique, d'un semblant de liberté publique. Pourtant, en ces temps-là, rien n'était plus facile que d'aller s'installer sur l'autre rive. On pouvait y aller avec un simple passeport, ni visa, ni difficulté de s'y installer, d'y trouver à se loger, à y travailler, etc. Pourquoi? Y a-t-il une réponse au milieu de l'infinité de réponses qui s'imposent à nos esprits? La malvie, à elle seule, ou l'oppression, peuvent-elles justifier ce désir collectif d'arrachement, cet exode qui ne se dit pas? Pour moi, personnellement, une seule réponse: l'absence d'espoir. C'est un peu comme si les gens ne voulaient plus perdre leur temps à attendre une aube dont ils sont convaincus qu'elle ne se lèvera plus jamais. Aujourd'hui. Dernière info d'Algérie. La plus petite Harag algérienne crée la polémique sur la toile, par Salim Bey. Algérie Focus. Les internautes sous le choc. Un bébé Harag enflamme la toile, par Rania Ariles. Sud-Ouest. Pourquoi les étudiants algériens cherchent à quitter leur pays en masse, par Ayem Bekouche. Haraga, même des bébés. Et avec nous pour en parler, Jamila Harshawi, orthopédagogue qui sera avec nous depuis le Canada, mais qui ne sera avec nous que dans une quinzaine de minutes. Mohamed El-Arbi Zetot, membre fondateur de Rachad, qui sera avec nous depuis Londres. Ammar Shekkar, journaliste, qui sera avec nous depuis Alger. Mohamed El-Arbi Zetot, merci d'être avec nous. مرحبا بك سي جمال الدين نازل في اللاون. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام, مرحبا بك. Alors, Mohamed El-Arbi Zetot, comment expliquez-vous ce désir de plus en plus répandu, j'allais dire, des Algériens, d'un grand nombre d'Algériens de partir, de quitter leur pays? Ben, la simple explication, c'est le marasme, le dégoût, la malvie, l'oppression, comme vous l'avez bien souligné, mais surtout le désespoir.
presque un désespoir maintenant confirmé à maintes reprises. Il n'y en a plus d'espoir pour la majorité des Algériens, pour ne pas dire la quasi-totalité. Pour ces Algériens, la fuite, quitter le pays, est peut-être la seule solution, pour ne pas dire juste servir avec des difficultés qu'on sache que quand on quitte le pays, ce n'est pas facile, mais la plupart décident d'en faire parce qu'ils n'ont plus le choix. Mais avant, moi je me rappelle, Mohamed Larbi, en Algérie, le temps de la sécurité militaire, parti unique, presse unique, télévision unique, personne ne bougeait, même pour avoir un frigo, une machine à laver, il fallait faire une demande au wali, pour sortir, il fallait une autorisation de sortie. Au moment où les officiers supérieurs de l'armée avaient leur coopérative, ou les apparatchiks du FLN avaient leur coopérative, il ne manquait de rien, jusqu'au chocolat suisse, jusqu'au champagne dans leur coopérative. Et pourtant, quand on arrivait à sortir pour quelques jours de vacances, on revenait au pays très vite et on ne s'installait pas en France, on revenait au pays malgré la misère. Je dirais pire que ça. Pendant le colonialisme, pendant la nuit du colonialisme qui a duré plus d'un siècle et quart, les Algériens, très peu d'Algériens ont quitté l'Algérie. Seuls ceux qui ont été presque forcés, ou parfois même forcés, qui ont quitté le pays. Même donc sous la reine du colonialisme, de l'oppression, de l'exclusion, et on ne sait comment décrire la situation à l'époque. Les Algériens, très peu qui ont quitté donc l'Algérie. Vous l'avez bien dit, pendant la sécurité militaire, l'ère boumedienne, même Chadli, très peu d'Algériens ont quitté l'Algérie. Et ceux qui sont installés à l'étranger, souvent pensent toujours à y retourner. Aujourd'hui, la plupart pensent à partir avec un aller sans retour. Parce que c'est le désespoir, c'est un pays en faillite, c'est une caste qui a pris le pouvoir par la force et qui s'y maintient par la force, et que les Algériens se sont révoltés en 88 et ont fait la suite. Ils ont élu leurs représentants en 90-91 et ont fait la suite. Certains Algériens ont pris même les armes à partir de 92 et ont fait la suite. Il n'y a plus rien à faire, donc c'est la suite. Restez avec nous, Mohamed Larbi Zitout. Ammar Chekar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Alors, le phénomène des Harraga, à un certain moment, c'était que les jeunes qui s'embarquaient à bord de fragiles esquifs, des petites barques qui tentaient l'aventure. Beaucoup mouraient pendant la traversée, mais c'était que des jeunes, généralement des jeunes hommes. Or, depuis peu, nous voyons qu'il y a des femmes, qu'il y a des gens d'un certain âge, des enfants, mais maintenant, voilà que nous en sommes arrivés, et c'est la première fois que nous voyons ça, à un bébé que son père fait traverser, et nous allons voir les images avant de revenir vers vous, Ammar Chekar. هاي فضوا يبان حاجه واحده اخرى يا السومبو هضر حاجه يا السومبو هضر حاجه وي كاع حراسي كاع كوستا هاي كوستا هاي كوستا الصحه والخير الحمد لله يا ربي رانا احنا فاهمين وي حراجي اسبانيا يما سمحي لي وليدك والله ما دار بلادي
عليك يا ابني فليقه اشترنا فليقه خلص عليك انا على شي حرشي باي باي يا ابو فليقه ولا غير قالوا مثلا الشيطان على خلوا نروحوا نعيشوا رشي الله يهديك الصنبو الصنبو جزا في النقرة على اسبانيا شامي نولي علي الحبس علي شامي نولي وين سلطان هاي كوستا اسبانيا حبس خليه حبس Et nous allons voir maintenant si la petite Haraga est arrivée ou non. Nous allons écouter sa famille qui est restée en Algérie nous dire ce qu'il en a été. اللي حرقوا معاهم خويا ولد عمي ولد عمتي حرقوا لا خشمك هنا لا خدمه لا فاهم واللي جا كاع راهم يحرقوا ايوا كاش ما يديروا لهيه يخدموا على رواحهم وكاع والحمد لله هذيك غريانه وصلت كم شي الظروف صعبه ما يدوش هذيك غريانه الحمد لله وعيطونا وهضروا معنا وكاع خوتنا وكاع الحمد لله هذيك الغريانه اللي وصلت بخير مام هما كون لقاو هنا خدمه ولقاو المستقبل تاعهم وكاع ما يحرقوش خاطش بلادنا حنا ما كان لا خدمه لا صدمه لا رانا عايشين معيشه زعما صعيبه بزاف ونتمنى تما يتهلاو فيهم وش يديروا لهم المستقبل تاعهم ان شاء الله والحمد لله اللي وصلوا بخير. Ammar Shekar, commentaire. Merci. Il y a beaucoup de commentaires, mais tenant compte du temps, je vais résumer. Je dirais que le phénomène de Haraga n'est pas nouveau en Algérie, puisque je vous donne un cas concret que j'ai vécu moi-même en 2001-2002. J'étais responsable dans une entreprise en Algérie, au sud plus exactement. Nous avions un jeune qui était nouvellement recruté. Et le plus sage d'eux, et comme la sagesse chez nous dérange en quelque sorte, il faut vraiment être méchant pour être vu, pour être respecté, pour avoir sa place. Ce jeune homme qui était très gentil, il a été maîtrisé vraiment jusqu'au bout. Comme j'étais son responsable, je l'ai appelé dans mon bureau, je l'ai écouté pour voir quel est le problème exactement. Il a avoué qu'il était un docteur d'État et il est venu pour travailler, gagner le voyage et quitter le pays. Donc, je vous dis que je ne suis pas nouveau ce phénomène de Haraga. Actuellement, que l'ouverture médiatique permet un peu de donner la parole à toutes les parties. C'est un phénomène qui apparaît au grand jour. C'est tout à fait logique que la jeunesse cherche toujours après la liberté, après le développement de leur culture, leur esprit. Et pour répondre un peu à notre ami qui a intervenu tout à l'heure et qui a dit qu'il y a des responsables qui font du champagne, de ceci, cela. Moi, je dirais de l'autre côté, il y a cette extrémité, il y a une autre extrémité aussi qui se repose sur la religion et qui ne quitte pas les mosquées et qui croit régler les problèmes à travers les mosquées et à travers les discours. Donc, nous vivons deux extrémités. Il y a une catégorie qui fuit l'autre et l'autre qui fuit ce phénomène religieux qui s'est installé en Algérie et qui compte tout que le destin est bon Dieu, et c'est tout à fait normal, le jeune libre, le jeune intelligent, moi je ne le en veux pas, il cherche d'autres possibilités pour s'épanouir, mais sûrement le phénomène de Haraga a pris de l'ampleur à cause des problèmes sociaux, à cause des phénomènes d'interdiction, que ce soit religion, que ce soit de l'autre côté, on ne permet pas de la chose. Je vous donne un titre d'exemple, par exemple, en parlant, il a évoqué le problème de l'alcool, du champagne. Dans le passé, c'est un jeune homme veut prendre une bière, il va aller dans un bar le plus normalement du monde. Maintenant, ils ont fermé tous les bars au niveau de l'Algérie. Qu'est-ce qu'ils ont créé en parallèle? Des petites boutiques pour vendre en vrac. Alors, il achète en vrac, il boit et il jette des canettes dehors. Ce qui crée un autre phénomène sur le plan de l'environnement. Donc, là, je reviens à la question. Il y a des pressions partout. Et moi, je n'accuse personne, mais il y a une réalité qu'il faut admettre. Il y a ce côté extrémiste qui prend la religion comme solution, parce que le phénomène a grandi. Si vous allez dans les mosquées aujourd'hui, elles sont pleines, mais sur le plan rendement, ne serait-ce l'environnement de la mosquée, on ne trouve pas de propriété. Mais Ammar Shekar, beaucoup de jeunes pensent que c'est le paradis de l'autre côté de la mer.
Pourtant, ce n'est pas le cas. Nous qui sommes ici en Occident, nous les voyons tous les jours. C'est vraiment pas le paradis. Hein. Ils sont au noir, ils passent leur temps à fuir la police quand ils ne sont pas dans des centres de rétention. Ils sont obligés de travailler donc au noir, dans des conditions très difficiles. Mais le problème, c'est que même quand ils sont pris et expulsés, la première des choses qu'ils font, c'est de revenir. Je vais répondre à votre question par une réponse concrète d'un des jeunes que je connais qui a passé 4 ans ou 5 ans dans la Haraga en Amérique, plus spécialement. Il est revenu dans un état d'esprit vraiment dégradé. Je lui ai dit pourquoi tu es revenu. Parce qu'il dit en premier lieu, ils nous ont trompés. Tout simplement, ils nous ont trompés. Ils ont payé beaucoup d'argent tout en croyant qu'ils allaient trouver le paradis à l'extérieur, mais finalement, ils ont trouvé l'enfer. Donc, ces gens-là, ils sont induits en erreur, ils sont trompés, on leur prend de l'argent et quand ils arrivent là-bas, ils ne savent pas s'ils vont revenir. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, ce sont des centaines qui sont morts dans des baraques, dans des mers, dans tous ces problèmes. Ces jeunes sont induits en erreur et pour que ces jeunes Algériens ne doivent pas se laisser faire. Ils ne doivent pas croire. Leur argent, moi je vous dis un exemple, ce matin seulement j'entends parler quelqu'un qui veut acheter un visa à 140 millions, alors qu'il y a d'autres jeunes qu'avec 100 millions ils peuvent monter une entreprise. Donc les jeunes, on ne leur a pas appris à compter sur soi, à créer des richesses, à travailler, à créer des entreprises, mais on leur a appris, on leur a fait croire que l'étranger c'est le paradis. Non, restez avec nous, Ammar Chkar. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Jamila Harshawi est avec nous. Merci Jamila d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, donc, oui. Merci pour tout ce que vous faites en fait pour votre émission, qu'on suit vraiment avec beaucoup d'attention. Merci Jamila Harshawi. Est-ce que je suis autorisée à dire qui vous êtes sur les réseaux sociaux? Pardon? Est-ce que je suis autorisé à donner des informations sur ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que je peux dire qui vous êtes? Oui, aucun souci. Vous êtes DZ Gnawiya, que mon ami Mohamed Larbi Zetot connaît, nous vous connaissons tous les deux. Vous êtes une très grande activiste, l'une des premières sur le net. Vous animiez des vidéos YouTube dans lesquelles vous faisiez une opposition très intelligente au régime d'Alger, comme on dit. Mais sinon, Jamila Harshawi, dites-moi, ces images de ce bébé qui traverse la Méditerranée en compagnie de sa famille? Ben, écoutez, c'est quelque chose qui m'a vraiment fendu le cœur. J'ai vraiment l'émotion est tellement importante que je trouve pas de mots en fait. C'est vrai que j'ai déjà vu une femme enceinte il y a quelques années de ça qui a déjà pris une embarcation de fortune. Elle a été filmée même sur YouTube, mais là un bébé, mais de là avoir un bébé, c'est vraiment c'est terrible en fait. Cette jeunesse qui est pleine de comment dire d'énergie, pleine de rêves. L'état d'esprit dans lequel sont nos jeunes, en fait, c'est comme s'ils étaient dans une prison, frustrés de partout. C'est comme s'ils étaient enchaînés. En fait, il y a comme une énergie au fond d'eux, une énergie naturelle qu'ont tous les jeunes. Ils peuvent pas ni s'exprimer, ni exprimer leurs rêves, ni se réaliser. Et donc, la seule chose qu'ils doivent se dire, en fait, moi, j'essaye d'être un peu dans leur état d'esprit, c'est de se dire, je vais me réaliser ailleurs, en fait. Ils n'ont pas conscience de ce qui les attend ailleurs. Et cela nous renseigne sur la frustration, sur les difficultés, sur l'impasse dans laquelle se trouvent nos jeunes. Je peux vous dire, moi, par exemple, personnellement, il y a quelques temps, il y a quelques semaines de ça, il y a plein de membres de ma famille qui me demandent comment faire pour venir ici. C'est des gens qui n'ont jamais eu, je veux dire, l'idée de quitter le pays. Mais là, ils voilà, c'est des jeunes, hein, mais même des personnes âgées qui veulent tout laisser tomber. Et je suis vraiment... je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Jamila Harshawi, quand on voit des images, par exemple, de
de ce boat people malheureux qui est le peuple syrien dont on voit des enfants, des bébés, des femmes dans des barques. On comprend à la limite, parce que ce qui se passe en Syrie est atroce. Mais en Algérie, quelle que soit la situation, les gens sont quand même, vivent en paix, ils ne sont pas dans une misère extrême, beaucoup de gens peuvent trouver du travail, beaucoup de gens peuvent... Qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant de jeunes, autant et de moins jeunes qui ne rêvent plus que de partir? Qu'est-ce qui explique cette volonté farouche de s'arracher à sa terre natale, à sa famille, à ses amis? À mon humble avis, moi je pense que c'est vrai que ça fait des années depuis qu'on se dit ce peuple il a intérêt à bouger parce que rien ne s'acquiert comme ça, rien ne vient comme ça. Je veux dire la liberté ça s'arrache, c'est pas un cadeau. Mais au fond, je me dis avec le temps, j'ai compris que le peuple algérien, vous savez, on est en avance d'un échec. Et le fait que le peuple algérien, ils savent à qui ils ont affaire, ils savent très bien, ils savent tellement, parce que le peuple qui bouge, c'est un peuple qui a de l'espoir. Pour qu'une personne puisse se dire, tiens, il faut que je change ma condition, il faut qu'il y ait une lueur d'espoir. Mais on dirait qu'ils n'ont plus aucun espoir. C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie, il y a une volonté de faire bien les choses, il y a une volonté au fond de chacun de nous, parce qu'on est vivant, c'est un instinct. Mais eux savent tellement ce qui s'est passé et à quel régime on a affaire qu'ils veulent pas bouger parce qu'ils savent. C'est un peu comme celui qui est en face de quelqu'un qui est dans le coma et qui a tout son bilan et qui sait que quel que soit que l'on puisse faire pour cette personne, elle est à moitié morte en fait. Donc c'est même ce rêve, cet espoir, ils ont réussi à nous l'enlever, c'est-à-dire à l'arracher. C'est-à-dire ce qui est de plus précieux chez l'être humain, c'est ça, c'est cet espoir de rebondir, de quelque chose de douloureux, de renaître. Même ça, ils nous l'ont arraché en fait. Restez avec nous, Jamila, je reviens à vous. Je reviens à vous dans un moment. Mohamed El-Arbi Zetot, ça c'est la harga visible de gens qui s'embarquent à bord d'embarcations de toutes sortes et qui essayent de partir, souvent très cher, ils payent très cher pour pouvoir s'offrir une harga. Il y a même la harga de luxe, il y a la harga ordinaire et la harga de luxe avec des passeurs qui vous attendent de l'autre côté, etc. Nous y reviendrons un jour. Mais sinon, Mohamed El-Arbi Zetot, il y a aussi la harga que personne ne voit, la harga individuelle, qu'on se sert d'un passeport avec un visa et on part pour ne plus revenir généralement. Surtout, les diplômés d'études supérieures, toute cette intelligentsia qui est en train, c'est une véritable hémorragie, qui est en train de partir. On parle d'un quart de million, encore plus que les victimes de la décennie rouge, un quart de million de diplômés de toutes sortes qui se seraient expatriés et dont la vie est désormais là-bas. Comment expliquez-vous ça, Mohamed El-Arbi Zetot? Permettez-moi, avant de vous répondre, de saluer Mme Harshawi, qui était parmi les premiers Algériens à animer l'Internet, ou le monde de l'Internet algérien, surtout sur YouTube. Je dirais que, écoute Jamal, j'ai entendu votre invité d'Alger qui disait que les mosquées, les bars, et parce qu'on a fermé des bars, et parce qu'on a... Je pense pas que c'est une question de bars ou de mosquées. C'est une question... L'Algérie est en panne. On est devant un régime complètement en panne, avec un système qui a épuisé sa raison d'existence, mais qui s'impose aux Algériens par la force. Et de ce fait, les Algériens n'ont pas quitté, ou ils ont quitté... Il y a des Algériens certainement qui ont quitté l'Algérie en 90, il y avait la violence, et c'était une violence très très sale, mais pas par des dizaines de milliers, comme c'est le cas à partir de 2001. Certes, certains vont dire que peut-être la technologie a aidé des Algériens à quitter parce qu'il y a le GPS, et il y a aussi... ces embarcations de fortune maintenant qui sont plus ou moins accessibles à plus de gens, mais c'est un phénomène qui est en train de
de se répandre d'une façon extraordinaire. Il y en a plus de ces jeunes et moins jeunes, mais il y a des vieillards, des vieux, des femmes, parfois enceintes, des enfants, comme on a vu avec ce bébé qui en le voyant, c'est plein de rage, je ne vous cache pas. C'est un problème politique. Avant tout et après tout, c'est un problème politique. Les Algériens ont été trahis, surtout avec Bouteflika, qui a été montré par ses sbires ou par le régime comme étant l'homme qui va le Mehdi el-Montadar, même à un moment, l'homme qui va tout régler, l'homme qui venait avec des solutions miracles et qu'on a fini par voir un cadavre qui s'impose aux Algériens et qui, avec des généraux dont la plupart ont dépassé les 70 ans, même à 80 ans, et qui décident de sortir de tout un peuple, alors qu'on est aujourd'hui enfermé dans cette Algérie qui est aussi, il y en a plein de problèmes aux alentours régionaux comme internationaux et à nos frontières. C'est une situation intenable et donc c'est un problème politique. Il n'est pas économique, il n'est pas social, c'est un problème purement politique et il doit être, à mon sens, une fois on trouve une solution à cette situation précédente de la politique, ce problème doit se régler et j'en ai la certitude. Mohamed Larbezitot, à Londres, où vous vivez, comme au Canada, et je poserai la question à Jamil Harshawi, comme en France, ici, un peu partout en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il y a donc ces harragas, j'allais dire, d'élite, des gens qui ont fait des études, qui sont arrivés un temps soit peu à trouver de très bons emplois. Par exemple, le phénomène des médecins en France, dont on dit qu'il y aurait 15 000 médecins juste en France. Alors, pour ce qui est de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, Mohamed Larbezitot, vous pensez que les gens qui ont réussi à s'installer là-bas, dont les enfants sont nés là-bas, qui font leurs études là-bas, qui parlent la langue du pays, vous pensez que si ça s'arrange demain au pays, ils pourraient revenir dans leur pays d'origine? J'ai la certitude que pour la plupart vont revenir. Ils vont revenir d'une façon ou d'une autre et ils vont revenir pour contribuer Déjà, j'en connais des gens qui ont pris bagage au début des années 2000, 2001, 2002, quand ils ont crié à Bouteflika et à ses discours de plusieurs heures, comme on assistait à l'époque. J'ai cette certitude que les Algériens, écoutez, dans les années 50, quand la révolution a éclaté, beaucoup d'Algériens ont fait le retour, ils ont pris les armes avec les révolutionnaires. Certains ils l'ont fait même en France. Donc, ils ont ce pays en plein cœur et ils le feront, le retour. Oui, certainement pour certains avec leur situation et surtout les enfants qui ont né sur des sols étrangers, il sera peut-être un peu difficile pour eux pour s'intégrer dans un autre pays pour eux, parce que l'Algérie, ils ne savent rien de l'Algérie, ils n'ont pas vécu en Algérie, mais j'en suis sûr que pour la majorité, ils vont contribuer à leur façon. Mohamed Larbezitot, pour parler franchement, on se rencontrait souvent, vous et moi, à Londres, et nous avons vu à Londres, comme je vois ici en France, que la plupart de ces harragas de diplômés d'études supérieures, de ces élites, généralement, plus ils vont et plus ils se détachent de leur pays, au point où ils ne répondent même pas aux appels à la mobilisation pour le pays. Vous pensez vraiment ce que vous pensez? Vous pensez vraiment que le pays continue de leur tenir à cœur et qu'ils ne rêvent plus que d'y retourner un jour? Écoutez, ça dépend de quelle Algérie on parle. Si on parle de l'Algérie d'aujourd'hui, bien sûr, personne ne veut y retourner. La majorité veut quitter.
Et j'en suis certain aussi que si demain les frontières sont ouvertes, on va voir des Algériens par millions quitter l'Algérie. Mais moi, je parle d'une Algérie juste, une Algérie où la liberté est respectée, où les Algériens ont tout le droit de vivre comme ils veulent sur leur territoire, une Algérie où il n'y en a pas des octogénaires qui décident à la place de la majorité des jeunes. Là, c'est une autre Algérie. Donc, on parle ici de deux Algéries. Effectivement, aujourd'hui, l'Algérie d'aujourd'hui, c'est le désespoir, c'est la panne totale, avec une économie factice, avec une politique factice, avec une justice au téléphone. Personne ne veut y retourner. Déjà, je pense qu'il y a juste quelques jours, l'économiste disait que la capitale algérienne était parmi les plus détestées ou la mal vue iranienne. Il était juste avec Tripoli et Damas, alors que ces deux pays sont ravagés par des guerres. L'Algérie, sans guerre, est aujourd'hui, personne ne veut y vivre et les Algériens veulent quitter le Restez avec nous, Mohamed Larbezitout. Ammar Chekar, Larbezitout semble ne pas être d'accord avec vous quand vous évoquez les motifs qui poussent ces jeunes à partir. Et lui pense que ce ne sont pas les mosquées ni, disons, une certaine austérité dans les mœurs ou une non-tolérance à certaines pratiques qui poussent les jeunes à partir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, monsieur, votre invité, il est libre de dire tout ce qu'il veut. Moi, je vis en Algérie, je connais les problèmes mieux que lui. Donc, je suis beaucoup plus du côté de mes compatriotes algériens qui ressentent la douleur quotidiennement que monsieur qui vit à l'étranger. Pour lui répondre aussi, l'Algérie n'est pas en guerre. L'Algérie vit dans une paix, une stabilité remarquable et l'Algérie bouge, elle a ses compétences, elle a ses valeurs qui luttent, qui travaillent pour aller de l'avant. Ce que nous déplorons par contre, c'est la résistance de nos compétences pour qu'on ne laisse pas faire leur travail. Nous avons beaucoup de compétences qui ont beaucoup de choses à donner pour le pays, pour l'Algérie, pour le peuple algérien, mais les résistances ne fait pas justement le travail de l'Algérie. On doit libérer l'initiative et on doit libérer nos compétences qui se trouvent à la tête des institutions de l'État. Nous les connaissons, je les connais et nous les connaissons tous. Nous avons beaucoup de valeurs qui ont beaucoup de choses à donner, mais malheureusement, cette culture de clan qui brise les compétences pour installer X au détriment de Y et remplacer X par Y, alors qu'ils n'ont pas la valeur requise pour occuper tel ou tel poste, et c'est ça qui nous guide vers la fuite des cerveaux, vers la création des haragas, vers d'autres phénomènes sociaux. Donc moi, j'accepte que quelqu'un me porte une critique au niveau local, qui connaît la réalité, que quelqu'un qui vit en Angleterre ou en Amérique vienne me parler des problèmes de l'Algérie. Moi, je ne suis pas... écoutez, Ammar Chekar, je crois que c'est être injuste que de dire qu'il n'y a que ceux qui sont à l'intérieur du pays qui ressentent la brûlure de la braise. Beaucoup de gens, Mohamed Larbezitout étant à l'étranger parce qu'il a refusé l'indignité, il a refusé que son pays soit opprimé. Sinon, il serait ambassadeur ou ministre. Je crois que c'est injuste que de dire ça, mais bon, ça n'engage que vous. Mais j'aimerais que vous me parliez, que vous nous parliez un peu de cette histoire des étudiants qui, pour passer un test d'aptitude de la langue française, pour pouvoir prétendre faire ou continuer leurs études en France, étaient des milliers, et ça a choqué jusqu'en dehors de l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, cette histoire? Je vous réponds très bien. Pour assurer, monsieur, l'Algérie n'est pas en guerre. Ça, il faut le lever dans la tête. L'Algérie vit à sa paix, à sa stabilité. Le peuple algérien, il est conscient, donc on n'a pas de leçon à recevoir dans ce sens. Concernant les étudiants qui ont été dernièrement fait objet d'une longue polémique, moi je vais vous dire pourquoi. Depuis X temps, il y a toujours des tests au niveau de l'Institut français. Depuis des années.
Mais aujourd'hui, ces derniers temps, on a fait de la publicité autour de cette formation. Donc, automatiquement, quand on fait une publicité autour d'un projet, autour d'une formation, les gens viennent. Moi, je ne vois pas pourquoi polémiquer à ce sujet. Les Algériens, les jeunes, veulent étudier à l'étranger, comme tous les pays du monde, comme tous les jeunes des pays du monde, sauf à l'étranger. Le nombre que vous voyez, il est minime par rapport à d'autres pays qui quittent leur pays pour aller s'instruire à l'étranger ou apprendre d'autres langues à l'étranger. Moi, ce n'est pas un phénomène. Il y a une publicité qui a été faite autour de ça et les gens ont profité de cette occasion qui leur a été donnée. En plus des pressions qu'on subit quotidiennement, c'est tout à fait normal. Un jeune de 20 ans, de 25 ans, il a toujours envie de découvrir d'autres cieux, d'autres expériences, d'autres vies, et pourquoi pas. C'est très très grave de polémiquer autour d'un sujet qui n'a pas lieu d'être. Parce que quand on fait une publicité autour d'un sujet, automatiquement les gens viennent s'inscrivent. Restez avec nous, Ammar Shkar. Jamil Harshawi, le Canada est connu pour pratiquer une immigration très sélectionnée. Et c'est pour ça peut-être que c'est le pays où se trouve, pour ne parler que des Algériens, c'est le pays où se trouve le plus grand nombre d'Algériens diplômés d'études supérieures ou cadres qui ont exercé des fonctions supérieures. Comment les gens se perçoivent-ils là-bas comme des harragas, comme des gens qui ont changé de vie, qui ne reviendront plus dans leur pays, comme des gens qui sont là-bas en attendant que ça s'arrange au pays? Ben, pour vous dire, en fait, la plupart de ceux qui sont ici comptent retourner au pays. D'ailleurs, moi, je connais personnellement 4 familles qui sont retournées, qui ont plié bagages et qui sont reparties en Algérie et qui sont revenus par la suite parce qu'ils ne pouvaient pas vivre là-bas. Parce que, d'une part, la situation est catastrophique dans le pays et parce que ici, on s'habitue à un certain type de vie, à une certaine organisation. La plupart de ceux qui sont revenus, par exemple, c'est surtout à cause de l'école. Je me permets de vous interrompre. Vous dites que vous connaissez 4 familles, que les 4 sont partis définitivement au pays pour y vivre et que les 4 familles sont revenues au Canada parce qu'elles n'ont pas pu se réadapter au pays? Tout à fait. Et le pire, c'est que ces personnes-là, quand elles sont revenues, c'est comme si elles avaient perdu plein d'acquis qu'elles avaient eus ici. Elles ont vendu leur maison, ça y est, elles se sont dit, on va repartir. Parce que, surtout quand il y a un parent proche, il y a comme une prise de conscience, on se dit, mais quand même, le bled, ça n'a pas de prix, nos parents n'ont pas de prix, vous savez, c'est un peu, je sais pas, perdre comme ça son pays, c'est une douleur qui est perpétuelle. Hein. Je veux dire, c'est un châtiment qu'on traîne. Et quand il y a un parent qui meurt, on se dit, ben, on a des frères, on doit s'en occuper, on doit... Donc, je vais pas نكمل حياتي هنا لازم نروح للبلاد. Donc la plupart ils viennent pour des raisons économiques dans leur tête. C'est un peu comme la première génération en France. Ils se sont jamais mis en tête qu'ils allaient rester jusqu'à la 3e, 4e génération. Donc c'est pareil pour nous aussi. Et au Canada, c'est très loin. Les gens ne peuvent pas se permettre, parce que c'est très cher de rentrer au pays, ils ne peuvent pas se permettre de rentrer chaque année. Et petit à petit, commencent à s'habituer à l'absence, à l'exil. Mais et leurs parents, depuis l'Algérie, est-ce qu'ils les encouragent à rester? Est-ce qu'ils leur demandent de rentrer? Ben, vous savez, moi, je vais vous faire un aveu. Moi, le jour où ma mère, personnellement, يما العزيزة تقول لي يا بنتي سلكك ربي يعني راكي estime-toi heureuse que tu sois là-bas au Canada وما راكيش هنا. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible. كيفاش يما اللي يعني بكيت عليها وبكات عليا و je veux dire المهمة c'est quelque chose vous savez tous c'est quoi donc qui me dit ça تقول لي سلكتي يا بنتي وحبك ربي اللي راكي الكم. Je me suis dit mais c'est pas possible. مالينا اللي كانوا ils faisaient tout pour nous garder pour اللي يتوحشونا يقولوا لنا هذا الشيء c'est que vraiment الحق الموت العظم vraiment c'est ça.
Mais Jamila, à partir du moment où le Canada compte vraiment beaucoup, un grand nombre d'Algériens, des intellectuels, l'intelligentsia, pour ne pas dire, c'est le pays où il y a le plus d'intellectuels algériens en exil. Comment expliquez-vous que ces gens qui ont été poussés à l'exil, qui sont arrachés à leur terre, qui sont partis en pleurant, qui continuent aujourd'hui de pleurer leur pays? Moi, j'ai été au Canada il n'y a pas longtemps. J'ai rencontré des gens là-bas. Ils pleurent ce pays. Mais ce que je ne m'explique pas, c'est comment, malgré tout ça, ne font-ils pas tout pour s'organiser, pour résister, pour essayer de sauver leur pays, de se porter à son secours et faire arrêter cette hémorragie de gens que dont le pays paye très très cher les études et qui, une fois formés, sont cueillis comme autant de fruits mûrs par des pays qui ne déboursent rien et qui en profitent. Pourquoi les Algériens du Canada ne font-ils rien pour s'organiser et essayer de sauver leur pays? Ben, vous savez, chacun s'organise à sa façon. Vous savez, nous, par exemple, le fait que quelqu'un envoie de l'argent à sa famille, c'est déjà, on est en train de faire quelque chose. Vous savez, on ne va pas le crier sur tous les toits. Le fait d'aider un malade, le fait de parrainer un enfant. Vous savez, il y a plein de gens ici qui parrainent un enfant en Algérie, qui lui payent sa scolarité, plein de choses et tout. C'est déjà une aide énorme qu'on apporte. Si quelqu'un il peut envoyer l'équivalent de, je sais pas moi, par mois, $100 à sa mère ou à son père ou à aider son frère, ou la fait l'Aïd, vous savez, ou l'a aidé un malade, c'est déjà quelque chose. On essaye de sensibiliser. Moi, par exemple, à ma façon, sur YouTube, j'ai essayé d'éveiller des consciences, j'ai essayé de faire bouger les choses. Vous savez, on nous a traités de harka, on nous a traités de tout. Je leur ai dit, écoutez, je suis au Canada, je peux très bien aller m'amuser, aller faire du vélo, aller si je voulais vraiment, mais parce que, vous savez, j'ai envie de parler à monsieur Ammar Chekar qui dit, en Algérie, il y a la stabilité et la paix. Vous savez, monsieur Chekar, il ne peut pas y avoir de stabilité sans justice. Il ne peut y avoir de paix sans justice. C'est une aberration de dire qu'il y a de la stabilité. Il ne peut pas y avoir de stabilité sans justice, monsieur. Et vous n'avez pas le droit de nous priver de parler de notre pays, de nous exprimer. Vous ne pouvez pas empêcher une femme qui a quitté sa maison pour des raisons de violence conjugale de parler de ses enfants et de continuer à défendre leurs intérêts et leurs droits. Je vais revenir à Marchkar, très court, j'essaie de répartir équitablement le temps, et puis j'irai vers Mohamed Larbi Zetout. Marchkar, vous avez entendu la réponse de Jamila Harshawi à ce que vous avez dit lorsque vous déniez aux Algériens qui vivent à l'étranger le droit de s'exprimer sur leur pays? Très bien, j'ai bien entendu Madame Harshawi qui a parlé de ça. Je la rassure. Je lui conseille de développer beaucoup plus le bon sens que d'aller dans les déclarations qui ne sont pas à leur place. Je suis bien placé et mieux placé qu'elle pour parler de la diaspora algérienne à l'étranger. Moi, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup travaillé avec la diaspora algérienne à l'étranger parce qu'ils viennent ici organiser des colloques, des séminaires et je les rencontre quotidiennement. Et je dis à Mme Hassel, peut-être elle ne fait même pas partie dans cette organisation de la diaspora qui a donné beaucoup de choses pour le pays. Et si elle veut aussi vérifier, elle n'a qu'à voir M. Ammar Chekar sur Google, elle verra les articles sur la diaspora. Je suis l'un des journalistes qui ont défendu la diaspora pour revenir investir en Algérie. Et c'est de cette diaspora-là qu'on veut et qu'on encourage pour revenir au pays parce qu'ils ont beaucoup de choses à donner que des gens qui, simple question comme ça, un simple problème, en polémique autour. Je rassure madame qui est installée à l'étranger, ou quel que soit son lieu, au contraire, on a besoin de tous les Algériens installés à l'étranger, mais on a besoin aussi du bon sens et des gens qui apportent une valeur ajoutée, des critiques objectives et constructives, et non pas profiter d'un petit point négatif, d'une petite bagarre de la rue pour qualifier l'Algérie de mal. L'Algérie se porte très très bien et nous vivons la réalité. Très bien, merci Ammar Chekar, merci Mohamed Larbi Zetout. Commentaire avant que je vous pose une question, la dernière. Et je reviendrai à Jamila Harshawi qui aura le mot de la fin.
Je ne veux pas polémiquer avec votre invité d'Alger, mais apparemment, le monsieur, s'il connaît tout, il connaît mieux que nous l'Algérie, il connaît mieux le diaspora, il connaît tout. Hein. Donc, et pour lui, ce n'est que petit point. On ne parle pas de l'Algérie. L'Algérie, c'est notre patrie, et c'est pour l'Algérie que nous battons. Et ça fait, pour moi, presque un quart de siècle que je me bats pour cette Algérie qu'on imagine et qu'on veut construire. Mais aujourd'hui, l'Algérie, c'est une pègre algéroise qui la détient. Et peut-être... pourquoi une pègre algéroise pardon, Mohamed Larbi Zitout. Pourquoi une pègre algéroise? Parce que c'est à Alger que ça se décide tout. Hein. Ce n'est pas parce que je ne parle pas des Algérois. Je parle là de la pègre. Ah, d'accord. Vous voulez dire le régime d'Alger, comme ils disent. Le régime d'Alger, c'est la pègre algéroise. C'est parce qu'ils sont à Alger, à partir d'Alger, et ils mal gouvernent l'Algérie, ils détruisent l'Algérie, ils sont en train de disloquer l'Algérie. Le monsieur, apparemment, il ne sait de rien, il parle de cette Algérie qui est imaginaire peut-être, mais aujourd'hui, l'Algérie est pratiquement out of order, pour reprendre l'expression anglaise, et il nous parle de petits points. Quels petits points quand on a un journaliste qui a été... qui s'est rentré en Algérie l'année passée, torturé, assassiné en prison. De quelle Algérie il parle quand quelqu'un qui est complètement handicapé, qui est complètement, comme vous le disiez vous-même, toi-même, Jamel, qui ne sait même pas la multiplication de un par un, qui nous disent que c'est le président et quand Yahya nous parle des réformes d'un président out of order. De quelle Algérie il parle quand on a un chef d'état-major qui a dépassé 80 ans et qui, avec à ses côtés ses acolytes aussi, qui ont dépassé les 70 ans, 80 ans, et qui nous parle de cette armée complètement déboussolée aujourd'hui, avec des dangers sur toutes les frontières. De quelle Algérie nous parle quand aujourd'hui la presse est martelée, la justice est sous les ordres des ministres criminels et a été prouvé par les Panama Papers, et le Paradise et autres scandales. Et c'est certain aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire. Merci. Et posez votre question, Jamel. Merci Mohamed Larbi Zitout. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Jamila Harshawi, à votre avis, comment faire pour arrêter cette hémorragie et peut-être même provoquer le processus inverse, ça veut dire encourager les Algériens à revenir au bercail et à lutter et à résister tous ensemble depuis notre pays pour essayer de changer les choses et éviter à ce pays de sombrer définitivement, à Dieu ne plaise. En fait, c'est une question très pertinente et difficile en même temps, dans le sens où pour que ça change, il faut avoir de l'espoir. Il faut insuffler de l'espoir à nos jeunes, aux gens. Et pour leur insuffler cet espoir-là, il faut créer un sentiment d'appartenance, surtout pour les jeunes. Ces jeunes-là qui n'ont plus aucune attache parce qu'ils veulent se réaliser, par exemple. Il faut que les gens sentent que c'est leur pays, que c'est par exemple ici quand les gens se mobilisent pour arranger leurs ruelles, leurs rues, pour cultiver du bio, pour essayer d'aménager des terrains urbains, ils sentent que c'est leur rue, c'est leur trottoir, c'est leur arbre, c'est leur arrêt de bus. Chez nous, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a on dit toujours ta'doula. C'est comme si ta'doula. Exactement. Il faut que les gens sortent dans la rue et se disent non. Ils doivent commencer par le maire et disent non, ne fais pas ça. Moi, je veux faire ça. Il faudrait qu'ils se regroupent déjà en comité de quartier. Mais qui va leur insuffler cet espoir-là? Qui? Est-ce qu'on attend un homme providentiel? Parce que dans notre patrimoine historique, si on veut, en tout cas, je parle d'après l'indépendance, on nous a tellement confisqué. C'est un peu comme la femme à laquelle on a confisqué sa maison. Elle vit avec un tyran. Son mari est un tyran. Sa maison, elle a beau être un palais. Parce que c'est vrai.
بلادنا ça n'a pas de prix كاس تاع الذهب من نشربوا فيه المرار non. C'est comme une femme qui a quitté sa maison parce qu'elle cherche que de se libérer de cette tyrannie. Ces jeunes-là qui sourient, qui sont dans des embarcations de fortune, quand tu les vois sourire, ils ne pensent pas à ce qu'il va advenir derrière en arrivant outre-mer. Mais ce sourire indique que je suis libre, c'est la liberté. C'est ça, ça n'a pas de prix. Jamila Harshawi, il nous reste environ une minute. Est-ce qu'il existe des médias algériens au Canada qui s'adressent à la diaspora, radio, site internet, télévision? Oui, ça existe. Mais moi, j'ai envie de répondre à Ammar Shekar qui donne des leçons. Moi, j'aimerais bien justement qu'il retourne ces leçons de bon sens dont il parle, qu'il leur retourne à ce pouvoir et qu'il leur dise est-ce que c'est un bon sens de construire une mosquée de 5 milliards au lieu de construire un hôpital? Est-ce que c'est un bon sens, les Panama Papers? Alors, au lieu de donner des leçons de bon sens aux gens qui sont en train de crier, de lancer un SOS, ils devraient plutôt retourner ça aux autres parce que les organisations de la diaspora ici, où il y a le consul, les baklawa, les gâteaux, puis c'est plus de l'instrumentalisation. On réunit quelques artistes peintres, le consul est là, il fait applaudir, baklawa, on donne des gratifications aux gens qui nous disent oui, 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 ibni, oui, oui. C'est un peu comme dans le pays. Donc on essaye de reconstituer une petite Algérie ici, mais avec des... Écoutez, moi je ne pars plus dans ces organisations de diaspora parce que c'est de l'instrumentalisation, tout simplement. Merci Jamila Harshawi. Merci Mohamed El Arbi Zetot. Merci Ammar Shekar. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bkhaw ala khair, bissalama.